Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce symposium Colgate sur la santé globale de la bouche. Et comme je vous le disais, ce symposium est consacré à la santé globale de la bouche. Et ce que ce soir les conférenciers vont s'attacher à faire, tout d'abord, c'est de définir qu'est-ce qu'une bouche saine et surtout de savoir comment, par des soins adaptés, proactifs, maintenir cet état de santé à long terme. Après mes quelques mots d'introduction, j'aurai l'honneur de laisser la parole à nos conférenciers de ce soir, que je remercie chaleureusement, pour avoir accepté d'intervenir lors de ce symposium. Donc, tout d'abord, le docteur Corinne Lalam, qui exerce en pratique privée en parodontologie à Boulogne-Billancourt et qui va vous présenter la santé parodontale et surtout les liens intimes qu'entretient la santé parodontale avec la santé générale. Puis, le docteur Franck Decup, maître de conférence des universités en OCE à l'université Paris-Descartes, qui lui va s'attacher à la dent. Qu'est-ce qu'une dent saine ? Alors, à travers une bouche saine, il est aussi question de la prévention dentaire et des soins bucco-dentaires en prévention de nouvelle génération. Et il est bien sûr nécessaire de tenir compte de plusieurs facteurs que vous voyez s'afficher à l'écran. Tout d'abord, une tendance générale qui est l'autonomisation de plus en plus grande du patient, avec ses effets positifs et ses effets qui le sont moins, mais en tout cas cette tendance du patient à devenir de plus en plus autonome et acteur de sa prise en charge. Il y a aussi, d'un point de vue cette fois-ci plus microbiologique, la prise en compte de la cavité buccale en tant qu'écosystème en équilibre, et donc justement prendre en compte cet écosystème actif. Et puis enfin, par rapport aux deux premiers items, la capacité à développer des produits qui sont en capacité de répondre justement à ces deux premiers points. Donc, concernant justement la santé proactive, ce chiffre, 42% des consommateurs, donc des patients qui sont aussi dans vos cabinets, sont à la recherche de produits qui améliorent leur santé. Et ils ont vraiment une démarche très active par rapport à cette amélioration de leur santé. Et là aussi, il y a un lien entre un équilibre qui se fait, non pas des rôles qui s'inversent, mais un équilibre qui se fait entre le soignant et le soigné. Il n'y a plus cette dissymétrie qui était traditionnelle. Maintenant, le soignant devient de plus en plus un conseiller, un accompagnateur, un coach, et le soigné actif, auto-éduqué, donc justement un équilibre dans les liens et les relations qu'ils entretiennent. Pour ce qui est de l'écosystème, c'est évidemment l'entretien de l'homéostasie. Il y a des facteurs extérieurs, intérieurs, qui cherchent à perturber cette homéostasie, mais cette homéostasie, elle est au cœur de la bonne santé buccale. Et on voit bien que la dysbiose, c'est-à-dire le déséquilibre microbien dans la bouche, est souvent le début des pathologies, quelles qu'elles soient, au niveau de la cavité buccale. Un autre point important sur lequel j'attire votre attention, c'est le fait que la bouche est constituée à 80% de tissu dur et à 20% de tissu dur, et à 80% de tissu mou. Et que le prorata en termes de présence bactérienne est le même, c'est-à-dire qu'il y a 80% des bactéries qui sont présentes sur les tissus mous, qui servent donc de réservoir de recolonisation de ces tissus durs, et 20% seulement sur les tissus durs. Et donc par rapport à tous ces éléments, on a cherché à développer avec la nouvelle formule de Colgate Total une formule à base de dual-zinc et arginine qui vraiment va aller cibler les bactéries où qu'elles soient. C'est-à-dire que le zinc a la capacité d'inhiber les voies métaboliques bactériennes, d'empêcher l'adhésion des bactéries sur les surfaces buccales, quelles qu'elles soient. Et avec l'arginine, l'arginine va servir de vecteur, de véhicule, et va permettre au cœur du biofilm de diffuser le zinc et donc d'exercer une action antibactérienne qui va permettre de diminuer la charge bactérienne sur tous les sites, que ce soit à l'intérieur des joues, la langue, la salive et bien sûr sur les dents. Donc vraiment une action à tous les niveaux dans la bouche, et puis aussi de nombreux bénéfices dans ce dentifrice Colgate Total qui permettent une prise en charge vraiment globale et contribuer totalement à cette santé globale de la bouche. Voilà. Donc j'en termine avec ces éléments introductifs. Sachez que dans les sacs qu'on vous a distribués, il y a un livre blanc, il y a aussi les résumés des interventions de ce soir qui pourront aussi vous apporter des éléments. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Corinne Lalam pour
son intervention sur la santé parodontale et la santé générale. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est un très grand plaisir. Merci beaucoup, Mehdi, de votre confiance et merci aussi de nous donner la parole pour ce sujet voilà, qui est vraiment d'actualité. C'est un grand honneur de partager la tribune avec mes deux collègues. Et puis, on va mettre du peps ce soir. Là. On est peut-être fatigués tous de l'ADF, mais vous allez voir que le sujet il est passionnant, il est comme une enquête, et on va mener l'enquête ensemble. Alors bien sûr, les chiffres de l'OMS nous disent qu'on a énormément de pathologies dentaires. On connaît les caries, les érosions. 20% les tissus durs. Hein. Tu vois la différence entre les hommes et les femmes. 80% les tissus mous. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais il y a effectivement toutes ces lésions, caries, usures. Et puis, il y a toutes ces maladies parodontales qui, moi, évidemment, m'intéressent au premier chef, puisque ces maladies parodontales touchent environ 80% de la population mondiale. Et 80%, c'est pas rien. Alors, ça va bien sûr de la simple gingivite à une parodontite complexe, mais ça veut dire qu'on va avoir énormément de patients qui vont subir cette pathologie. Je peux dire subir, car on verra tout à l'heure qu'elle engendre une symptomatologie parfois très invalidante. Avoir des problèmes de dents, avoir des problèmes de parodontite, c'est aussi avoir des problèmes de confiance en soi. C'est aussi avoir des problèmes dans la vie sociale. Et puis, on va voir que ça peut être aussi avoir des problèmes de santé générale. Et donc, avoir une bouche saine pour avoir un corps sain, c'est un slogan. Je devrais me présenter aux élections, finalement. C'est un vrai slogan. Et c'est ce message qu'on doit faire passer à nos patients. Bien sûr, on va tout faire pour qu'ils gardent leurs dents, mais c'est aussi le début de l'histoire et le début d'aller bien, du mieux vieillir. Et on sait très bien que maintenant, c'est vraiment important pour tout le monde. Vous voyez ce patient, quand il se présente avec cette parodontite, vous voyez cette radio? On a 2/3 de perte osseuse chez ce patient. Alors ce patient, ça peut être Marie, qui a 70 ans, et ça peut être Pierre, qui a 30 ans. Cette radio, c'est Pierre. Il a 30 ans. Il arrive à mon cabinet. Et voilà la situation. Cette parodontite extrêmement complexe, extrêmement sévère, cette perte osseuse quasi terminale. Donc, vous voyez que ce problème bucco-dentaire, c'est un problème essentiel et on a un vrai rôle pour le résoudre. Si je vous demande ce que c'est la santé bucco-dentaire, vous me diriez quoi? C'est quoi la santé bucco-dentaire? C'est quoi? Manger? Je sais pas moi, il y en a d'autres qui vont me dire sourire. Il y en a qui vont me dire ne pas avoir mal. Ne pas avoir mal, ça peut être aussi de la santé bucco-dentaire. Il y en a qui vont dire ne pas avoir mauvaise haleine. La santé bucco-dentaire, c'est à la fois parler, sourire, sentir, toucher, c'est presque philosophique, j'empiète un peu, mâcher, déglutir, mais c'est aussi exprimer des émotions. Exprimer des émotions avec confiance. Et ça, c'est la définition de la FDI. Donc vous voyez que quand on parle de ce sujet, c'est un sujet très vaste et très important. Alors, le gradient thérapeutique pour une bouche saine, on peut dire que c'est un peu comme le gradient thérapeutique pour les dents. Vous connaissez Jean-Pierre Attal, Gilles Tirlet, ils ont fait le gradient thérapeutique qui va de la technique la moins invasive à la technique la plus invasive. Bien, nous, on peut aussi avoir un gradient thérapeutique et je vous propose de le suivre pendant ces 10-15 minutes qui me sont accordées. Et le gradient thérapeutique pour avoir une bouche saine, c'est à la fois écouter, comprendre, informer, communiquer, soigner, et puis bien sûr prescrire et recommander. Voilà le gradient thérapeutique que je vous propose de vivre avec moi et ce petit voyage pour quelques minutes. Alors c'est d'abord écouter son patient et je vous propose d'écouter quelques secondes d'une consultation un matin au cabinet qui pourrait être la vôtre. Donc la consultation, c'est très important. Vous allez collecter des données, vous allez collecter des choses importantes qui vont vous permettre de bien soigner vos patients. Donc il faut tout écouter. Chaque information va compter et chaque information, c'est le début d'une histoire, c'est le début d'une relation avec votre patient. En fait, je m'inquiète un peu parce que ça fait déjà quelques temps que mes gencives elles saignent, c'est un peu par période, mais ça me fait un peu peur parce que ça saigne beaucoup quand je me brosse les dents. Donc surtout au brossage, ça peut saigner de façon spontanée? Une fois, c'est arrivé, je me réveillais, mais ça arrive pas souvent. D'accord. Et est-ce que avec ce saignement, vous avez des gonflements, des douleurs? Une fois, ouais, j'ai eu super mal
par ici, parfois c'est un peu suintant, je sais pas, c'est un peu... D'accord. Donc vous sentez ça de façon généralisée, pas un endroit précis? Non, c'est un peu partout. D'accord. On va commencer déjà par faire connaissance. Et d'un point de vue santé générale, est-ce que vous avez des choses à me signaler? J'ai un diabète de type 1. D'accord. Qui est équilibré? Vous arrivez à bien Ouais. Votre dernière hémoglobine glyquée, elle était inférieure à 7? Oui, à 5, je crois. D'accord, bon, parfaitement. Alors vous voyez, cette patiente, elle m'a déjà donné beaucoup d'informations. Elle m'a déjà dit qu'elle avait les gencives qui saignent. Mais il y a des patients qui ont des parodontites sans avoir les gencives qui saignent. Néanmoins, cette information, c'est quand même le signe d'une activité bactérienne très particulière. Et puis elle me parle de sa santé parce que moi, je ne vois pas seulement une bouche, là. Je vois une patiente. Qui elle est? Quelle pathologie elle a? Et vous savez que le diabète, on en reparlera, est une pathologie qui a un lien bidirectionnel avec les maladies parodontales. Donc, je ne vais pas forcément soigner cette patiente de la même façon. Et puis, il y a les habitudes comportementales, le tabac, le stress et beaucoup d'informations. Et puis après, il faut comprendre. Il faut comprendre qui est cette patiente. Pour comprendre qui est cette patiente, vous pouvez par exemple remplir, vous voyez, sur l'Université de Berne, en accès libre, vous pouvez trouver ce schéma à remplir. Qu'est-ce qu'on rentre dedans? L'âge du patient, la perte osseuse, la profondeur de poche. Mais plus que ça, on va rentrer aussi les facteurs de risque du patient. Et dans les facteurs de risque, dans la nouvelle classification des maladies parodontales qui est sortie l'année dernière, enfin, on en tient compte, enfin, on va parler du tabac, enfin, on va parler du diabète. Et on ne va pas seulement s'intéresser à un examen purement clinique et à une profondeur de poche. Donc, tous ces facteurs de risque, l'aspect génétique, prédisposition familiale, l'aspect tabagisme, l'aspect bactérien et aussi l'aspect anxiété sont absolument essentiels et font partie en tout cas de mon questionnaire médical dès l'arrivée de mes patients. Par exemple, ce jeune garçon, c'est un ado. Il a les hormones au taquet. Puis en plus, c'est un garçon. Alors un garçon, il se brosse quand même pas tout à fait les dents comme les filles à 15 ans. J'en vois sourire, donc je vois des parents dans la salle qui savent de quoi je parle. Donc voilà, ce garçon, il a cette caractéristique parodontale du patient qui va avoir en plus des problèmes hormonaux associés à la gingivite classique qu'on va retrouver à ce jeune âge. Mais ça, c'est une femme. C'est une femme de 50 ans, rayonnante comme moi, mais ménopausée. Or, la gencive de la femme ménopausée est une gencive atrophique, fine, qui va avoir besoin de soins différents, qui va avoir besoin de prescriptions différentes. Donc, on a besoin d'étudier vraiment le patient dans son entièreté. Et c'est ce que certains appellent l'approche holistique. Ça veut dire, je ne soigne pas seulement une bouche, je soigne un patient, qui il est, à quel état il est, à quel âge il a, etc. Alors, dans ce gradient, arrive ensuite le besoin d'informer. Le besoin d'informer, c'est le besoin de parler de ce qui se passe dans la bouche du patient. Mais dis tout à l'heure, tu as très bien dit, cette dysbiose, cette symbiose, cette maladie ou au contraire cette santé. Mais ça, c'est lié vraiment à un problème bactérien, c'est lié à un biofilm. Maintenant, on parle du biofilm. Le biofilm, c'est pas juste un mot pour faire bien. Le biofilm, c'est la réalité de votre quotidien. Le biofilm, ça veut dire, j'ai une telle organisation bactérienne, elle est tellement puissante que donner des antibiotiques sans nettoyer une plaie, que donner des antibiotiques sans commencer à réaliser votre traitement parodontal, c'est inutile. Parce qu'il faut désorganiser un biofilm pour que la molécule antibiotique soit efficace. Parce qu'il faut apprendre aux patients à se brosser les dents et utiliser, bien sûr, après le dentifrice adapté ou le bain de bouche adapté. Donc, désorganiser le biofilm, c'est notre première chose à faire. C'est la première chose à faire. Le patient peut y contribuer et nous allons y contribuer. Et pourquoi? Parce que si on n'y contribue pas, on se retrouve avec des pathogènes qui créent une inflammation et qui vont créer une destruction des tissus. Alors, au début, on a des bactéries qui sont supragingivales. Et puis, très vite, on a des bactéries qui vont s'enfouir en profondeur. Quand les patients vont vous dire « j'ai une mauvaise haleine, ça sent pas bon », il faut mettre des mots aux patients. Il faut dire « voilà, vous avez une dysbiose, vous avez un microbiote qui est perturbé, vous avez des bactéries qui se sont enfouies, qui libèrent des gaz sulfatés qui sentent assez fort ». Et donc, je pense que l'information, c'est vraiment ce qu'on doit donner à nos patients à ce sujet. Parce que sinon, on va passer à des stades irréversibles comme la parodontite, où effectivement, on perd de l'os
Et contrairement à la gingivite, ça, je ne vais pas le récupérer. Je peux faire des biomatériaux, utiliser des biomatériaux, faire des comblements, bien sûr, en tant que parodontiste. Je ne vais pas vous dire qu'on va tout mettre en œuvre pour sauver les dents, bien évidemment. Mais il faut éviter d'en arriver là. Et évidemment, il faut favoriser l'équilibre bactérien, la vascularisation, tout le système de l'homéostasie au niveau de la réparation. Quand on poursuit notre gradient, une fois qu'on a informé, eh bien, il va falloir qu'on communique. Juste un petit mot sur communiquer. Communiquer, c'est d'abord savoir à qui on parle. On ne va pas parler de la même façon. Moi, je ne vais pas vous parler de la même façon que je vais vous parler de la même façon, parce que vous êtes des personnes différentes. Et moi aussi, j'ai ma spécificité. Donc je pense qu'il y a une chose pour laquelle on n'est pas formé, c'est la communication. Et je remercie Colgate, qui avait eu l'audace d'organiser un webinar sur le sujet, comment communiquer au patient, le profil du patient, et qui avait eu un réel succès, très beau succès d'audience, ce qui veut dire que tous les confrères ont besoin d'une aide. C'est pas tout de dire il faut vous brosser les dents comme ça, c'est comment je le fais passer et à quel patient je le fais passer. Et puis communiquer, c'est parler de ce sujet très important qui est avoir une bouche saine pour un corps sain. Maintenant, il est communément admis qu'il y a un vrai lien entre les maladies parodontales et les maladies cardiovasculaires. Vous voyez une aorte disséquée. Comment on a su ça? On dissèque des aortes de patients qui font des accidents vasculaires et on retrouve des bactéries qui sont des bactéries parodontopathogènes. Ça veut dire les fameuses bactéries, par exemple le PG qu'on va retrouver au niveau des gencives. Eh bien, on va retrouver cette bactérie au niveau des aortes disséquées. Et le lien maintenant est communément admis, et on n'a pas le temps aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de faire une revue de littérature, mais le niveau de preuve scientifique est suffisant pour que la communauté l'ait intégré dans des bonnes pratiques. Et on retrouve ça dans des maladies respiratoires. Vous connaissez le lien bidirectionnel avec le diabétique. Ça, alors, la nomenclature en paro, il n'y a pas de remboursement, sauf pour le patient diabétique. Depuis 1 mois et demi, quand vous surfacez un patient diabétique, il est remboursé plutôt très bien. Hein. Il peut être remboursé, c'est 240 €. Vous pouvez faire une émi arcade. Pour 240 € x 2, votre patient diabétique, il peut avoir un traitement non chirurgical. Donc, c'est quand les pouvoirs publics commencent à donner un peu d'argent, c'est qu'on estime que c'est vraiment, vraiment essentiel. Et c'est essentiel, parce qu'une maladie parodontale non traitée va entraîner un gros souci sur le diabète. Et inversement, un diabète qui n'est pas équilibré va avoir une répercussion sur la sévérité de la maladie parodontale. On est allé même au-delà. C'est qu'on a fait des études et on a regardé si on arrivait à équilibrer beaucoup mieux les patients chez qui on traitait les maladies parodontales, et c'est le cas. Donc on a un devoir, c'est de faire que nos patients aillent mieux au niveau de leur santé. C'est vrai aussi au niveau des accouchements prématurés, et c'est vrai aussi au niveau de la polyarthrite rhumatoïde. Et je voudrais juste vous dire un mot de cette maladie qui est quand même très invalidante. On croit qu'elle touche plus les femmes que les hommes. C'est vrai avant 50 ans, mais c'est pas vrai après. Les hommes aussi, vous êtes touchés par cette maladie qui déforme les articulations. Et cette maladie polyarthrite rhumatoïde, eh bien, vous voyez, cette bactérie-là, c'est du Porphyromonas gingivalis. C'est une bactérie parodontopathogène qu'on va trouver dans les parodontites, notamment les parodontites sévères. Eh bien, elle a une capacité de favoriser une réaction, peu importe, qui s'appelle une citrulination, on s'en fiche du terme presque. C'est-à-dire, c'est une réaction qui va provoquer une inflammation au niveau de l'articulation. Donc, vous voyez, cette bactérie, elle est sous la gencive, on a l'impression qu'elle ne peut rien nous faire ailleurs. C'est pas vrai. Elle peut nous faire des problèmes au niveau cardiovasculaire. Elle peut entraîner un problème au niveau de l'équilibration du diabète et favoriser, en tout cas, accentuer une polyarthrite rhumatoïde. Et puis après, il va falloir éduquer le patient. Une fois qu'on a communiqué. Alors, éduquer le patient, ça va bien sûr passer par des techniques de brossage. J'ai l'impression que les films ne passent pas très bien, mais c'est pas grave. Des techniques de brossage qui vont prendre du temps. On va montrer un petit peu au patient comment faire et où on va montrer la brosse à dents adaptée. On va lui donner les bonnes pratiques de recommandation. Mais éduquer, c'est aussi traiter les facteurs de risque. Et on a un vrai rôle, par exemple, dans le sevrage tabagique, dans parler de l'incidence du tabac sur notamment les maladies parodontales ou même les implants. Les périimplantites sont extrêmement augmentées chez les patients qui fument. C'est pas sans raison. Donc les patients qui fument, ils vont avoir plus de parodontites, donc ils vont perdre leurs dents plus vite. Et quand ils perdent leurs dents, on leur met des implants, mais ils ont plus de risques de perdre leurs implants.
Donc, si vous voulez, il va falloir un moment qu'on essaye de rééquilibrer les choses. Il y a notre action, il y a notre communication et il y a le patient qu'on doit impliquer, avec lequel on doit vraiment avoir une interaction tout à fait participative. Et puis, bien sûr, il y a un moment donné où on va quand même soigner, hein, heureusement, parce qu'on est quand même dans le soin. Alors, dans le soin, eh bien, il y a d'abord les thérapeutiques non chirurgicales. Les thérapeutiques non chirurgicales nous donnent maintenant des résultats nettement meilleurs. Et c'est pas sans raison. On va travailler avec des aides optiques, on va travailler avec des petits instruments. Et puis, il y a bien sûr toutes les thérapeutiques chirurgicales. Et par exemple, ça, c'est des techniques mini-invasives. Vous voyez qu'on va améliorer de plus en plus nos techniques chirurgicales pour faire le moins incision possible. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Ça, je vous présente cette petite patiente. Cette petite patiente, elle arrive parce qu'elle se trimballe, entre guillemets, de cabinet en cabinet, avec une gencive très rouge, très inflammatoire. Et on la met sous antibiotiques, on lui dit qu'elle ne se brosse pas bien les dents, et elle a mal. Et ça, c'est la patiente, vous voyez, c'est un samedi, ça sonne, je réponds jamais au téléphone. Mais bon, là, j'ai répondu. Et là, j'ai une maman affolée qui me dit, ma fille, elle mange plus, quoi. Elle mange plus rien. Il va falloir l'hospitaliser, c'est pas possible. Bon, bah là, évidemment, vous lui dites, venez, il faut quand même que je regarde. Je sais pas tout, mais je vais quand même regarder. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde? Pardon, je passais trop vite. Quand on regarde, eh bien, on va voir ça. Et hop, on va voir ça, hop. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ce petit bouton-là, dans le palais. S'il y en a un qui me dit la réponse, je lui offre un numéro de réalité clinique dont je suis la rédactrice en chef. Voilà, une primo-infection herpétique. Donc, il faut regarder au-delà de la gencive, parce que la gencive, c'est aussi le reflet de lésions dermatologiques, c'est aussi le reflet de maladies virales. Et cette petite, elle avait besoin d'antiviraux, elle n'avait pas besoin d'antibiotiques, elle avait besoin qu'on pose le bon diagnostic. Enfin, pour terminer, dans cette frise, dans ce gradient, pour une bouche saine, pour une éducation thérapeutique proactive, eh bien, il y a recommander et prescrire. Et là, je ne vais pas vous montrer des brosses à dents, des dentifrices. Il y a des gens encore plus compétents que moi pour vous parler des produits. Et merci aux partenaires de mettre en place des produits qui répondent à nos besoins au quotidien. Moi, je me sens très bien dans mes baskets d'être là ce soir. Je n'ai pas l'impression de venir vendre un dentifrice. J'ai l'impression de venir partager un désir commun que nos patients aillent mieux et que grâce à la recherche que vous faites, vous pouvez aussi nous permettre de faire ça. Mais moi, je voudrais vous dire 4 mots pour recommander et prescrire. Je voudrais vous dire les 4 mots qui sont la technique P4 qu'on parle, c'est-à-dire il faut prédire, il faut prévenir, mais il faut personnaliser les recommandations à notre patient. Et puis, il faut participer. Alors, je sais que participer, c'est Ségolène Royal, le truc participatif. Ouais, bon, ça, c'est des mots de politiciens. Mais nous, c'est notre quotidien. On a les mains dans la bouche toute la journée. Nous, on soigne des gens. Nous, on n'est pas là pour... Et donc, il va falloir qu'on établisse une relation active, une relation qui soit participative avec nos patients. Et ça, je pense que c'est important. Et par manque de temps, parce qu'on a tous la réalité de notre cabinet, on oublie parfois un peu ça et on peut peut-être le faire par des fiches. D'ailleurs, je voudrais vous dire que la Société française de Paro a établi, par exemple, des fiches que vous pouvez vous procurer sur le site de la SFPIO, à l'intention des patients, sur la maladie diabétique, sur la conduite à tenir. Et donc vraiment, vraiment, ça nous permet aussi de donner des supports à nos patients et de pouvoir être plus actifs et plus proactifs. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonsoir. Merci d'avoir mis l'ambiance. Merci à vous de nous permettre justement de mettre cette ambiance et de nous retrouver tous ensemble, c'est super sympa. Quand tu m'as appelé, que tu m'as dit voilà, c'est sympa que tu participes à un symposium avec nous, et tu pourrais parler de la danse scène. La danse scène. Je passe ma journée à réparer des trucs super compliqués, à coller des facettes et des machins dans tous les sens, à reconstruire des bouches entières. Et tu veux que je te parle de la danse scène? Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur la danse scène? Et puis en fait, je me suis dit, c'est un bon sujet, la danse scène. C'est vrai, on n'y pense pas assez à la danse scène et à se demander, en fait, qu'est-ce que c'est une danse scène et comment est-ce qu'on doit se représenter une danse scène. Alors je lui ai dit oui. J'ai dit oui, et puis on va voir un petit peu ce que ça peut être une danse scène.
Alors déjà, pour le patient, c'est pas tout à fait pareil que pour le praticien. Pour le patient, des dents saines, moi j'ai interrogé un petit peu mes patients, j'en ai profité, c'est d'abord d'avoir un beau sourire. Tu les reconnais tous? Raté alors. C'est des étudiants. Et oui, c'est le sourire, c'est ce qui se voit, c'est parce que voilà, c'est blanc, on le sait, et c'est ce qui va donner l'image de la bonne santé. C'est aussi, tu as bien souligné, c'est aussi l'absence de douleur. En fait, c'est ne pas penser à ses dents, à ce que les choses soient naturellement. On ne pense pas à ses dents toute la journée, bah, ça veut dire qu'on a des dents a priori en bonne santé et que les choses se passent bien. Pour le dentiste, la dent saine, c'est un petit peu différent. Nous, quand on cherche à reconnaître une dent saine, on procède plutôt par élimination. On observe. On observe des tissus, on observe une anatomie, et on va regarder avec attention s'il n'y a pas quelque chose qui sort de la normalité. Alors qu'est-ce qui sort de la normalité? En fait, c'est assez simple, hein. On a même pas une dizaine d'éléments à repérer. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les signes de la lésion carieuse, on cherche les signes d'usure, beaucoup aujourd'hui, hein, qu'elles soient abrasives, érosives, des choses qui transforment l'anatomie de la dent. On cherche des fêlures, très important de chercher des fêlures, surtout en association avec des pansements, des obturations déjà en place. Et puis, il y a des choses, ça c'est les trois choses qu'on cherche en premier, et puis il y a des choses qu'on va chercher un petit peu plus loin, comme des résorptions cervicales externes qui peuvent abîmer les dents, bien sûr des anomalies de structure, et puis des fractures bon, qui se voient plus facilement. Mais voilà, je vous ai donné à peu près les 6-7 éléments qu'on va rechercher, et notre action, c'est de se demander, quand on regarde une dent, en l'observant bien, eh bien, s'il y a quelque chose dans sa structure, dans son anatomie, qui varie par rapport à la normalité. Et si on peut se répondre non, on se dit cette dent est saine. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Et je voudrais en profiter pour inviter Léonard de Vinci dans notre petite séance ce soir. Vous savez qu'il est au Louvre en ce moment. Si vous n'avez pas pris votre place, n'espérez pas aller le voir pendant votre séjour parisien, c'est complet. Et donc, Léonard de Vinci qui a dessiné cet homme de Vitruve. Alors, je ne sais pas vous, mais l'homme de Vitruve, moi, au début, je croyais que c'était un mec qui habitait dans un petit village qui s'appelait Vitruve, qui était voisin de Léonard et qui était le facteur du village et qui, Léonard, avait dessiné parce qu'il avait besoin d'un mannequin. Alors, pas du tout. Vitruve, c'est un architecte qui a vécu 1500 ans avant Léonard de Vinci et qui a écrit, il n'a rien dessiné du tout, il a dessiné des plans, mais c'est pas lui qui a dessiné ce bonhomme. Et par contre, il a écrit. Il a observé beaucoup de choses dans la nature et il s'inspirait de la nature pour ses réalisations architecturales. Et il avait compris, déjà, il y a bien longtemps, donc, que la nature, elle ne fait pas les choses pour rien. Et elle les fait en fonction des besoins qui doivent répondre à la fonction, aux différents besoins de ce qui est construit. Et donc, eh bien, en termes d'architecture, eh bien, il a développé des concepts comme ceci. Et Léonard de Vinci, vous le savez, qui était à la fois artiste et à la fois inventeur, eh bien, a représenté ses écrits par l'intermédiaire de ce schéma qui synthétise l'harmonie, l'équilibre que la nature peut proposer pour le bon fonctionnement. Alors, le lien est facile, de se demander quelle est donc ce qu'on peut appeler l'architectonie de la dent, c'est-à-dire l'anatomie que la nature a créée pour la dent, qui doit répondre à une fonction précise, qui est celle de la mastication. Parce que, il faut bien se dire un truc, que les patients ils voient ça blanc, que nous on voit ça sain, de bonne structure et de bonne anatomie et tout ce qu'on veut, qu'il faut que ce soit bien organisé, voilà. Mais la dent, au départ, elle a une fonction essentielle, c'est de manger. C'est à ça uniquement que ça sert une dent au départ, et c'est pour ça que la nature a conçu les dents. C'est pour qu'on mange. C'est pas pour qu'on sourie, c'est pas pour qu'on parle, c'est voilà, tout ça c'est venu après. Mais c'est bien pour qu'on mange. Et donc, c'est les contraintes de mastication qui créent
l'anatomie et qui crée la forme de la dent. Et une dent saine doit répondre justement à toutes ces contraintes de mastication. Alors quand on va toujours un petit peu plus loin maintenant, du point de vue de la dent, dans son anatomie générale, une dent saine, c'est donc une dent qui a une bonne anatomie et qui fonctionne bien. Et c'est pas foutu n'importe comment une dent. Une dent, comme vous le voyez sur ces magnifiques schémas de Paulo Bazos, qui a fait avec des superpositions d'images, avec des dissolutions des différentes structures, où on voit bien qu'il y a deux entités qui se construisent l'une sur l'autre, l'émail et le noyau dentinaire. L'émail étant une coque extrêmement rigide autour d'un noyau dentinaire qui, lui, est plus plastique, plus élastique. On a des caractéristiques mécaniques de ces tissus qui sont complètement différents et chacun a son rôle. Si l'émail a cette rigidité extérieure, si l'émail a cette forme de coque extérieure et de coque continue, c'est pour répondre aux besoins d'une mastication dans de bonnes conditions fonctionnelles. Il faut bien se représenter le fait que quand on écrase sa dent, lorsqu'on mange, et on développe des forces incroyables, en force, c'est des centaines de kilos qui sont permis par nos muscles masticateurs quand on écrase l'alimentation. Il y a des déformations qu'on ne voit pas mais qui existent dans la dent, et cette coque rigide est faite pour répondre à ces contraintes de mastication. Mais pour pas qu'elle se casse, eh bien, il y a au milieu un noyau dentinaire qui lui aussi a une fonction qui est celle d'absorber et d'amortir toutes ces contraintes. Et c'est pour ça qu'on peut en surface développer des forces incroyables sans que le système ne se casse, sans qu'on se fasse mal, sans qu'on s'écrase la dent à l'intérieur du parodonte, parce qu'il y a un système de gradient d'amortissement des tissus eux-mêmes, des tissus entre eux par les intermédiaires de ligaments amélo-dentinaires et du parodonte lui-même qui assure cette dernière amortie. Alors ça, c'est extrêmement important parce que quand une dent est atteinte et perd son intégrité, eh bien c'est ce système fonctionnel qui est atteint. Et quand on a une carie à traiter, on pense beaucoup à l'aspect protection biologique et à l'aspect obturation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en avance, on comprend mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la restauration des dents qui nous est permise avec les systèmes de collage offre des choses très intéressantes parce qu'elles permettent de se rapprocher de plus en plus des conditions de fonctionnement originelles de la dent. Et toutes les obturations qu'on peut mettre en bouche ne sont que des alternatives, des pis-aller, mais à partir du moment où il y a rupture de cette voûte améllaire extérieure, il y a obligatoirement un point faible. On peut dire aujourd'hui, dès qu'il y a rupture avec tous les meilleurs matériaux qu'on peut mettre, on sort de la dent véritablement saine. On la répare, on l'améliore, on la maintient, mais on n'a plus cette dent saine. Et puis si on va à l'échelle tissulaire, à l'échelle biologique, si on se met à la place de la dent, pour elle, pour les tissus, pour les cellules qui la constituent, eh bien, c'est la guerre. C'est la guerre et la dent, elle se défend en fait par cette coque externe. Elle se défend donc des contraintes, elle se défend donc de l'usure, elle se défend des risques de fracture, de fêlure, de dissociation. Elle se défend également de toutes les agressions bactériennes qu'on a évoquées tout à l'heure. Et tout son système est conçu pour organiser cette défense. Le tissu améllaire, quand on l'observe au niveau microscopique, est organisé avec ces prismes de construction qui ont des orientations particulières pour absorber, résister aux contraintes. À l'intérieur même de ces prismes, il y a des défauts protéiques qui ont été inclus là exprès. Vitruve avait bien compris déjà, inclus là exprès pour que si une fêlure commence à s'enclencher dans l'émail, elle puisse buter et s'arrêter contre ces éléments. Les tissus intermédiaires également sont des rupteurs de fêlures. Je parle de la jonction amélo-dentinaire qui permet, encore une fois, d'absorber ça. Et puis, au niveau bactérien, agression majeure également, parce qu'il y a
microbiome dans la bouche important qu'on cherche à maintenir en équilibre, mais quand ça ne se passe pas bien, eh bien, il faut que la dent se défende également de cette agression bactérienne, on la connaît, c'est le processus carieux, avec là aussi un tissu qui est quand même extrêmement bien organisé pour résister aux agressions acides jusqu'à un certain point. Mais ce que je voudrais qu'on regarde sur cette image, c'est ce qu'on ne voit pas, ou quasiment pas. J'ai choisi cette image exprès parce que justement on le voit un petit peu. Mais en fait, la dent, elle n'est plus elle-même s'il n'y a pas la salive. Et là, on la voit un petit peu, la salive, qui fait quelques bulles en surface. Et on ne s'imagine pas, parce que tout simplement, pour nous, on regarde ce qu'on voit, et on oublie un petit peu ce qu'on ne voit pas, et la salive étant presque invisible, on ne pense pas. Vous observez la salive souvent? Un petit peu, mais voilà. Mais ce n'est pas un truc qu'on observe, ce n'est pas une information qu'on va chercher, alors que c'est tellement essentiel. C'est tellement essentiel en élément protecteur, en élément nettoyant, en vecteur de tout ce qui peut être amené en plus pour protéger la dent. Et c'est tellement essentiel que quand il n'y en a pas, c'est la catastrophe. J'ai la chance d'avoir organisé une consultation spécialisée pour recevoir des patients qui ont des syndromes de Gougerot-Sjögren. Vous connaissez ce type de syndrome. Il y a d'autres syndromes qui provoquent des bouches sèches. Et vous avez, si vous avez eu des patients comme ça, remarqué à quel point c'est difficile, là, déjà, le nombre de caries qui peuvent se développer, et que même avec un maximum d'efforts, à quel point c'est difficile de lutter contre ces processus carieux. Et ces processus d'usure, d'ailleurs, parce que la salive est un lubrifiant qui permet à ces dents de se rentrer ensemble, de frotter l'une contre l'autre sans s'user. Quand la salive n'est pas là, c'est une catastrophe. Et on est obligé de développer énormément d'énergie, énormément de conseils de prévention, de conseils de soutien, et d'avoir un arsenal, si possible, donc important en termes de protection pour éviter que les choses s'aggravent et contrôler la situation. Je vous invite à regarder la salive. Moi, je fais campagne sur la salive parce que, en m'occupant des gens qui n'en ont pas, je vois comment ils sont malheureux. D'ailleurs, je vous passe juste une information. Si un jour, vous voyez des patients, justement, qui ont anormalement trop de caries, ou qui, après un rapide entretien, comme tu fais très bien, et il faut le faire bien sûr avec l'idée des dents autant que l'idée de la gencive, pour aller chercher les facteurs de risque qui peuvent être là. Et si un patient paraît avoir une vie normale, des habitudes de vie à peu près équilibrées, et qui malgré tout présente des lésions, notamment au niveau cervical, avec des reprises de caries insidieuses sous des restaurations déjà faites en quantité, je ne parle pas d'une dans un coin, pensez à observer la salive, pensez à l'interroger, pensez même à le faire consulter un service de rhumatologie, parce que c'est là que sont diagnostiquées les maladies auto-immunes. Une dent saine, c'est aussi une dent qui a une vie. Voilà une personne de 82 ans. Est-ce que ses dents sont saines? Ben oui. Parce qu'à 82 ans, eh ben, c'est 82 ans de mastication. On a vu que c'était le premier rôle des dents. C'est 82 ans donc de vie intrabuccale, avec tout ce qu'on a pu évoquer, avec des phénomènes physiologiques de défense. Hein, parce que là, on voit des plages dentinaires, donc quand même des ruptures de cette anatomie qu'on voulait tout à l'heure, mais ce ne sont pas des ruptures profondes, ce ne sont pas des ruptures fragilisantes. Il y a encore des ponts d'émail, il y a encore des crêtes, il y a encore des poutres qui assurent la cohésion de tout ça. Et finalement, même s'il est un peu percé, le dôme, la coque d'émail existante qui fait la solidité de la dent, elle est encore là. Un ou deux petits soins. D'ailleurs, peut-être on aurait pu s'en passer. Je me demande ce qu'ils font là, ces petits soins, petits composites, là. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Peut-être pas toujours, mais bon. Ils sont là. Et donc, c'est aussi notre rôle d'accepter et d'accompagner et de savoir que ça, c'est une denture qui peut être considérée comme saine chez un patient âgé. Et notre rôle, eh bien, c'est justement d'aider, avec tout l'arsenal que l'on a, à ce que les patients de 82 ans puissent avoir tous des bouches comme ceci. Et je voudrais terminer juste, encore sur un sourire, mais c'est la personne qui est derrière ce sourire qui m'intéresse, parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, de temps en temps, j'ai des patients qui me disent
ah bah, je fais un contrôle, l'occasion d'un contrôle. Et puis qui me disent, oh bah, je leur dis ça va, il n'y a pas de carie. Oh bah, c'est génial, c'est la première fois que j'ai pas de carie quand je vais chez le dentiste. Je suis étonné, je lui dis, mais non. Ce qui serait normal, c'est que vous ayez tout le temps faire un contrôle chez le dentiste et que vous n'ayez pas de carie. C'est le contraire qui n'est pas normal. Et je suis convaincu qu'il faut autant convaincre, nous, que les patients, que ce qui est normal, c'est de ne pas avoir de carie. Et je ne suis pas sûr que dans la tête de la majorité des patients qui nous consultent, que ce soit ça. Et je pense que quand ils viennent chez le dentiste, ils se disent oh, « je ne vais pas avoir une carie et tout », puis quand ils sortent, on leur dit « ça va, quel coup de bol, j'ai pas de carie ce coup-ci ». Non, c'est pas ça. C'est tout le contraire qui devrait arriver. Hein, c'est justement... Et ce message, je le passe également aux jeunes confrères qu'on forme à la fac, et j'arrête pas de leur dire, voilà, vous êtes là, on vous apprend à manier des turbines, à traiter des dents et à les réparer, mais pensez que ce qui est normal, c'est d'avoir des dents saines. Voilà. Je vous remercie et je te laisse la parole. Merci beaucoup au docteur Corinne Lalam et au docteur Franck Descubes pour leurs brillants exposés qui n'ont pu, je l'imagine, que vous inspirer.